Bonjour à tous, il est 15h sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits saillants. Ouverture de la réunion du Conseil des ministres de la Ligue arabe des États à Dahran. Également dans l'actualité, Donald Trump déclenche une opération militaire en Syrie avec Paris et Londres. Bonjour à tous. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, a participé à la réunion du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères qui a lieu donc à Riyad. Pour nous en parler en prélude de cette réunion, pour nous en parler en détail, avec nous sur ce plateau, Ahmed Humed. Bonjour Ahmed Humed. Bonjour Fardous. Donc effectivement, le ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, est à Riyad, donc en Arabie Saoudite, et prend part à cette importante réunion des ministres des Affaires étrangères des États de la Ligue arabe en prélude, Fardous, au 29e sommet arabe prévu dimanche prochain à Dahran, dans l'est de l'Arabie Saoudite. Alors rappelons que le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh prendra part également à ce sommet. Plusieurs questions politiques, Fardous, donc diplomatiques et sécuritaires dans la région, ont été donc à l'ordre du jour de cette réunion entre les ministres des Affaires étrangères, notamment la cause palestinienne et les graves développements dans la ville sainte d'Al-Quds, la sécurité arabe, les défis économiques et sociaux, la crise politique en Syrie, en Libye et au Yémen, ainsi que les dossiers arabes et régionaux d'actualité. La réunion, Fardous, a également examiné un certain nombre de résolutions et projets qui seront soumis au sommet arabe dans le rapport du précédent sommet en Jordanie, l'activité de l'instance de suivi également de la mise en œuvre des résolutions et engagements et le rapport du secrétaire général sur l'action arabe commune. Le chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, était accompagné d'une importante délégation, dont notamment l'ambassadeur de Djibouti au Caire, et notant que le président Guelleh, qui s'envolera aujourd'hui, prendra part au 29e sommet arabe qui se tiendra encore une fois à Dahran, dans l'est de l'Arabie Saoudite. Merci Ahmed. Rappelons aussi que le chef de l'État participera demain et après-demain à cette réunion qui prépare donc le 29e sommet. Et dans le cadre des relations amicales entre la République de Djibouti et la France, le général de corps d'armée Zakaria Cher Ibrahim, chef d'état-major général des armées, accompagné d'une importante délégation, a effectué une visite officielle à Paris du 10 au 11 avril. Et ce, sur invitation du général François Lecointre, chef d'état-major des armées françaises. À son arrivée à l'aéroport, Charles de Gaulle, le général Zakaria Cher Ibrahim et sa délégation ont été accueillis par l'ambassadeur de Djibouti à Paris, Ayed Moussaïd Yahya, et plusieurs officiers de l'état-major des armées françaises. Notamment donc le général de corps des armées, Zakaria Cher Ibrahim, et sa délégation ont été reçus avec tous les honneurs. Après les honneurs militaires et la revue des troupes composée de 3 armées, terre, mer, air, le SEMGA français et donc Djiboutiens ont eu un entretien historique. En effet, il s'agit de la première visite officielle d'un chef d'état-major général des armées djiboutiens à Paris depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Les discussions entre les deux chefs d'état-major se sont concentrées sur la coopération militaire bilatérale. Le général Lecointre a exprimé sa reconnaissance à la République de Djibouti pour toutes les facilités qu'elle offre au FFDJ, les forces françaises stationnées à Djibouti, qui constitue la plus grande base française à l'étranger. Le général de corps d'armée Zakaria Cher Ibrahim a remercié le SEMA français de l'invitation et de l'accueil chaleureux dont il a fait l'objet, lui et sa délégation. Par la suite, il n'a pas manqué de souligner l'amitié et la coopération entre les FAD et les FFDJ, en rappelant donc que la France demeurait l'un de ces pays. Le général Lecointre a offert donc au SEMGA djiboutien, ancien marsouin, 5e de Rio AM, un calot traditionnel des troupes de la marine afin de sceller cette amitié. Qui est le logement et l'endroit où travaille le chef d'état-major des armées françaises. Et puis j'avais un catoile de général de corps d'armée. Voilà. Et il faudrait qu'on le mette sur la tête. Voilà, entre anciens du 5.
Et en marge de cette mission officielle, le général de corps d'armée Zakaria Cher Ibrahim, chef d'état-major des armées, a rencontré successivement le général d'armée Benoît Puga, grand chancelier de la Légion d'honneur, et M. Jean-Jacques Bridé, président de la commission de la défense à l'Assemblée nationale française. Le SEMGA a été reçu tout d'abord par le général d'armée Benoît Puga, grand chancelier de la Légion d'honneur. Cet entretien a eu lieu donc à la grande chancellerie de Paris. Au cours de cet entretien, le général Zakaria Cher Ibrahim a rappelé l'excellence des relations entre la République de Djibouti et la France depuis son accession à l'indépendance et que sa visite vient renforcer ces liens de fraternité. De son côté, le général Benoît Puga s'est réjoui et honoré de la présence du SEMGA djiboutien et a témoigné sa reconnaissance à la République de Djibouti pour l'assistance aux militaires français stationnés sur son sol. Le SEMGA a ensuite eu le privilège d'assister à une visite guidée du musée retraçant l'historique de la grande chancellerie de la France. Ensuite, le SEMGA djiboutien a eu une brève discussion avec le président de la commission de la défense à l'Assemblée nationale de Paris. Les discussions ont porté sur le rôle de la France dans la région et le renforcement de la collaboration exceptionnelle entre les deux pays. Eh bien, cette visite à Paris s'est clôturée par un repas officiel organisé par le SEMA français au quartier Bayard, état-major des armées, en l'honneur de son hôte et collègue djiboutien. Le général Zakaria Cher Ibrahim et sa délégation ont pris part au déjeuner officiel en leur honneur, ainsi que l'ambassadeur de Djibouti en France, Aïd Moussaïd Yahya, et ses hauts responsables de l'état-major de l'armée française. Et retour à Djibouti avec la commémoration du 24e anniversaire, c'était donc ce jeudi, la commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 au Rwanda. L'événement commémoratif s'est tenu au Sheraton Hotel. Prenant la parole à cette occasion, le chargé d'affaires de l'ambassade du Rwanda à Djibouti avec résidence à Paris a déclaré que le génocide contre les Tutsis en 1994 ne s'est pas produit brusquement, mais fit l'objet d'une préparation systématique sur une longue période. Il a en outre déclaré que les Rwandais ont refusé d'être détruits, sont restés unis et maintenant sont un peuple réconcilié. Il a ajouté que le Rwanda a pu renaître de ses cendres pour devenir un pays dont sont actuellement fiers les Rwandais. Dans son message, la représentante du gouvernement djiboutien, Hayat Moussa, directrice en charge de la coopération bilatérale, a pour sa part déclaré que ce qui s'est passé au Rwanda ne devrait jamais se reproduire en Afrique. Elle a donc souhaité exprimer sa solidarité et la solidarité du gouvernement pour le peuple rwandais et qui s'est reconstruit, et comme l'a dit l'ambassadeur, est rené de sa sang. Également dans l'actualité, le centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental a lancé cette semaine la seconde année consécutive de l'administration, de l'observation de séances de classe en mathématiques du test EGMA dans les écoles de base de la capitale et des régions. Les objectifs de ce test standard international en didactique de mathématiques dans l'enseignement de base consistent à l'identification des forces et faiblesses du raisonnement de nos apprenants en mathématiques, de diagnostiquer ainsi les besoins en formation, de renforcer ainsi les compétences des enseignants et de leur encadrement, mais aussi de pouvoir mesurer l'impact des formations sur les enseignants dans leur pratique de classe. Deuxième année et à peu près 100 enseignants de deuxième année sur l'ensemble du territoire. Donc l'objectif effectivement de ce test-là est non seulement avec EGMA d'évaluer les apprentissages des enfants en mathématiques en deuxième année et surtout aussi les pratiques pédagogiques des enseignants en mathématiques.
certainement, donc, il va en ressortir un ensemble des recommandations donc, de ce test-là qui a pour objectif d'améliorer surtout les apprentissages en mathématiques à l'école de base, surtout en deuxième année, et surtout aussi améliorer, innover, si je puis dire aussi, la pratique des enseignants. Et ce communiqué pour clore l'actualité internationale, donc des fortes pluies se sont abattues dans la région de Dikil dans la journée d'hier. Les précipitations couvrent toute la région de l'unité, notamment sur Dikilville et ses périphériques Mouloud, Sabir, Gorambous, Bondora et Daoudaouya. La préfecture de Dikil donc informe que plusieurs oueds sont en crue. La circulation a été donc difficile d'accès dans la journée d'hier sur la route nationale 1 entre Djibouti, ville et Galafi. On ne signale pas donc de dégâts matériels importants, à l'exception d'un camion éthiopien renversé par les oueds en crue au niveau de Mouloud ou de la RN1 qui traverse donc le lit de l'oued. À cet effet, le préfet de la région de Dikil, Mohamed Cheko Hassan, avait communiqué donc hier que la circulation sur le corridor était bloquée depuis donc hier matin sur les deux points, à savoir l'oued de Gorambous et l'oued de Mouloud, et qui était en crue. En dernier donc l'information, la circulation était revenue à la normale hier soir vers 19h, mais Gorambous reste toujours difficile d'accès aux usagers de la route nationale 1. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale avec donc Donald Trump. C'est Ahmed Hamed pour nous en parler. Ahmed Hamed, donc Donald Trump avait décidé donc de lancer une attaque en Syrie. Et effectivement, Fardous, le président américain Donald Trump a annoncé donc hier une opération militaire en cours contre la Syrie, menée avec la France et le Royaume-Uni pour punir le régime de Bachar al-Assad qu'il accuse d'une attaque à l'arme chimique. Au moment même où le président s'exprimait, des détonations étaient entendues à Damas et Donald Trump a dénoncé donc des attaques chimiques monstrueuses menées par le régime de Damas et a promis que l'intervention comprenant des frappes de précision durerait aussi longtemps qu'il le faudrait. Des avions ont participé au bombardement qui ont visé des cibles multiples. C'est ce qu'ont indiqué des sources occidentales, Fardous. Et enfin, Donald Trump a mis en garde l'Iran et la Russie qui ont déployé des milliers d'hommes et du matériel pour aider Bachar al-Assad à reconquérir le pays contre leur lien avec la Syrie. Et cette réaction, Ahmed Hamed, après donc l'appel, donc cette réaction par le monde, après l'annonce de Donald Trump de lancer cette attaque militaire en Syrie. Et effectivement, c'est la Russie qui a vivement réagi en premier à la frappe des Américains et de leurs alliés britanniques et français. L'ambassadeur russe donc aux États-Unis, Anatoly Antonov, a déclaré que les frappes étaient une insulte au président russe. La Russie soutient qu'il y aura des conséquences aux frappes alliées en Russie. Moscou a également ajouté que la Syrie, qui a résisté pendant des années à une agression terroriste, a été frappée par l'opération militaire occidentale alors qu'elle avait une chance d'avoir un avenir pacifique. Et de son côté, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a apporté son soutien au président Trump. L'OTAN appuie également, Fardous, sa décision des États-Unis et ses alliés d'avoir mené ces frappes ponctuelles. Le ministre des Affaires étrangères turc salue également les frappes conjointes comme une réponse appropriée. Mais toutefois, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé tous les États membres à la retenue et à éviter l'escalade, Fardous. Toujours dans l'actualité à travers le monde, l'appel du président italien donc pour former un nouveau gouvernement 40 jours après les élections législatives. Et effectivement, Sergio Mattarella, président italien, a indiqué, je cite, les attentes de nos concitoyens, la compétition dans le commerce international, les échéances requièrent de toute urgence qu'une confrontation entre les partis se développe et se conclue de manière positive. Deux leaders revendiquent donc le droit de gouverner. Il s'agit de Luigi Di Maio, le chef de file du mouvement 5 étoiles, et Matteo Salvini de l'ancienne Ligue du Nord. À ce stade, Fardous, aucune solution ne devrait être trouvée avant la fin du mois. Au mieux, en cas de blocage donc persistant, les Italiens devront sans doute retourner aux urnes. Et au sommet des Amériques, Ahmed Trump et Maduro donc brillent par leur absence à ce sommet qui devrait donc parler donc du Venezuela. L'absence est très remarquée des sujets de discussion tels que la corruption, la crise politique qui sont au thème de ce sommet. Effectivement, le choix du Pérou comme pays hôte au sommet des Amériques hier et aujourd'hui n'est pas dépourvu de symboles. Ce pays est directement
concernés par les deux problèmes qui seront au centre de discussion lors de cette rencontre diplomatique, donc réunissant les chefs d'État de toute l'Amérique. L'omniprésence de la corruption sur tout le continent et la crise politique et économique persistante au Venezuela. Mais malgré sa promptitude à agir sur ce dernier dossier, Donald Trump n'a pas fait le déplacement, une première pour le président des États-Unis depuis la création du sommet. La capitale péruvienne aurait pu permettre une rencontre inédite entre les deux dirigeants qui ne cessent, Fardous, de s'invectiver à distance depuis des mois, mais celle-ci n'aura pas lieu. Nicolas Maduro s'est vu retirer donc son invitation et Donald Trump a finalement choisi de rester à Washington pour superviser la réponse américaine à la Syrie selon la Maison-Blanche. Et un mot de sport, Ahmed, avant de clôturer donc cette édition avec le Mondial 2026 où l'Amérique du Sud a décidé donc d'appuyer la candidature nord-américaine. Et la candidature donc nord-américaine pour l'obtention de la Coupe du Monde de 2026 a reçu l'appui de 10 fédérations sud-américaines de soccer. La Confédération sud-américaine donc de football, plus connue sous l'acronyme CONMEBOL, a annoncé ses couleurs donc hier, 2 mois avant le congrès de la FIFA, au cours duquel donc les membres devraient octroyer la présentation du tournoi au Maroc et à la candidature conjointe des États-Unis, du Canada et du Mexique. L'équipe d'enquêteurs de la FIFA, Fardous, a passé la semaine en Amérique du Nord pour visiter les 3 pays. Elle se rendra au Maroc la semaine prochaine. Merci Ahmed pour ces éclaircissements. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité.